Quand je vois ces gamins qui sont dans des cités et à qui on essaie de leur faire croire qu'on fait du contrôle au faciès, que notre police serait raciste, anti-républicaine, c'est déloyal et dégueulasse pour nous, mais c'est dégueulasse aussi pour ces gamins. On a la plus belle police du monde, on a la police la plus diverse, c'est-à-dire qu'on a des blacks, on a des rebeux, on a des femmes. Mes collègues blacks, rebeux subissent le racisme, des gens interpellés systématiquement, ils sont traités en arabe, insultés en arabe. On les traite de bounty, on les traite de harki. Eux subissent vraiment le racisme. Et donc là, on est en plein dans le séparatisme. Bonjour Bruno Attal. Bonjour. Alors vous êtes gardien de la paix depuis 23 ans, secrétaire national du syndicat France Police Policiers en colère, qui est la 5e puissance syndicale du ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Il y a quelques jours, vous êtes apparu dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l'association Touche pas à mon flic. Dans cette vidéo, vous revenez sur l'affaire Michel Zecler, qui a fait un producteur de rap, qui a fait l'objet d'une interpellation musclée au mois de novembre alors qu'il regagnait son studio d'enregistrement dans le 17e arrondissement à Paris. Les images de cette interpellation ont été filmées par une caméra présente dans ce studio d'enregistrement. Elles ont été relayées par le média Loopsider et abondamment commentées ensuite dans les médias, suscitant l'indignation à l'encontre des policiers. 4 policiers ont été mis en examen, dont 3 pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Vous estimez que le reportage de Loopsider est orienté, partisan, que la vidéo de l'interpellation a fait l'objet d'un montage biaisé par ce média et que la présomption d'innocence des policiers a été bafouée. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu créer cette association Touche pas à mon flic et la chaîne YouTube du même nom ? Tout simplement, quand j'ai vu ces premières images, donc de 5 secondes, j'étais à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire horrifié, et surtout, on avait entaché l'image de la police, et de voir 3 individus qui tabassent un mec, pour moi c'était horrible. Mais j'arrivais pas à y croire, parce que 3 policiers qui tiennent des propos racistes, qui tabassent un mec gratuitement juste parce qu'il a pas de masque, je comprenais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette histoire. Donc ce que j'ai fait, j'ai d'abord regardé un peu plus cette vidéo, puis elle était en ligne. Alors, le groupe Loopsider dit que c'est la vidéo intégrale. Effectivement, c'est une vidéo intégrale qui fait 8 minutes 50 sur son site. Et lui parle de 20 minutes de tabassage en règle. Donc du coup, j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais tiens, il y a un problème. Comment on peut parler de 20 minutes alors que la vidéo fait 8 minutes? Je fais mes petites recherches et je commence à comprendre que ce qui se passe dans ces 3 mètres carrés, j'ai dû le vivre à peu près une dizaine de fois. C'est-à-dire un individu qui se rebelle, ou avoir une dizaine d'individus autour de moi, il fallait gérer cette situation. Et je regarde cette vidéo comme si je l'avais déjà vécue, et je me dis, mais c'est pas possible, tout est orienté, les images sont accélérées, je dis, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai travaillé des heures et des heures sur ces images, je les ai montées, on l'a fait vraiment avec des bouts de ficelle, donc on a mis beaucoup de temps, et puis le résultat, tout le monde l'a vu, et c'est une évidence que ça a été biaisé, c'est une évidence que c'est très orienté, au moment où je vous parle, par exemple, moi j'ai mis en demeure Loopsider, donc sur ma vidéo, de mettre le mot présumé. Pour l'instant, l'infraction est encore caractérisée, parce que vous allez aujourd'hui sur le site de Loopsider, vous voyez l'agression de Michel Zecler. Ça reste quand même une infraction, et il persiste et signe. Alors que n'importe quel homme de loi constate qu'on ne doit pas mettre l'agression, mais l'agression présumée. Voilà, donc pour les policiers, le mot présumé, ça n'existe pas. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses sur 3 hommes, des pères de famille, qu'on a envoyés en prison 22 jours c'est incohérent, c'est-à-dire que l'incarcération doit rester l'exception. C'est dans la loi, et donc ils ne devaient même pas aller en prison. Donc voilà, donc tout leur est tombé dessus. Moi le premier, puisque quand on a vu les 5 secondes, on s'est tous fait avoir, et je me suis mis à la place de ces pauvres gars qui devaient être en prison en train de regarder Michel Zecler chez Hanouna, reçu comme l'abbé Pierre. Et là, maintenant il a fallu se bouger, on s'est bougé, puis je pense que maintenant les gens commencent à comprendre que le site Loopsider, c'est un média extrémiste, anti-flic, soutenu par Mediapart, avec les mêmes journalistes, qui se renvoient les mêmes vidéos, pour faire du buzz, pour faire du clic, pour faire des sous. Et donc maintenant, M. Perrotin travaille sur Mediapart et refait des interviews de l'affaire Zecler, par exemple, sur Mediapart, et il se rebalance comme ça les vidéos. On joue avec la vie des gens, on joue juste pour faire du buzz. Voilà. Donc il y a certainement 4 policiers qui n'auront plus jamais la même vie, qui ont été lynchés,
Et donc voilà, donc j'estimais qu'on devait faire quelque chose. Alors ce que vous dites aussi dans cette vidéo, c'est que les policiers sont tenus par le devoir de réserve, donc ils ne peuvent pas s'exprimer sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués. C'est pour ça que vous avez voulu aussi faire cette vidéo, pour leur donner la parole en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est exactement le touche pas à mon flic, c'est exactement pour ça qu'il a été créé. Pour d'autres choses aussi, mais principalement pour ça. C'est-à-dire que ces médias-là se servent de ce devoir de réserve pour pouvoir attaquer, pour ne pas avoir de débat contradictoire, à donner qu'une seule version. Et imaginez la souffrance du policier qui est derrière sa télé, qui voit une affaire qu'il a vécue exposée au grand jour, avec des gens qui ne donnent, il n'y a que qui donnent leur version. Mais c'est déloyal et super, ça va être super compliqué psychologiquement de vivre des mensonges à travers les journaux et de voir que ma version n'est même pas entendue. C'est-à-dire le débat contradictoire, c'est tellement une évidence et ça dure depuis des années sur toutes les affaires Théo, les affaires Traoré, toutes les affaires où il y a des policiers. Le policier ne peut pas se défendre. Donc, soit effectivement peut-être aussi nos dirigeants vont peut-être se poser la question, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un département au ministère de l'Intérieur qui dit bon, on va prendre la version du policier et on va pouvoir au moins faire un débat contradictoire, soit avec l'association Touche pas à mon flic, soit tout simplement avoir créé un organisme qui puisse pas défendre, mais c'est même pas défendre, c'est juste donner sa version pour que ça soit équilibré tout simplement. Et les gens comme M. Hanouna, les gens comme ils reçoivent ces gens-là qui en plus on a de l'empathie pour eux parce que ce sont des jeunes qui manient très bien les médias. C'est la génération Instagram, c'est la génération Facebook, c'est TikTok, c'est voilà. Et donc ces gens-là, ils manipulent très bien ces gens-là. Et donc c'est du gagnant-gagnant. Les médias font de l'audimat, ça fait le buzz. Monsieur Zecler a sorti un disque, Théo, je crois aussi, en sort un. Enfin voilà, donc tout est gagné, mais vous avez des femmes et des hommes avec des uniformes qui souffrent et qui sont jetés en pâture, tout simplement. Et vous, le fait que vous puissiez vous exprimer sur cette affaire, c'est le fait que justement vous fassiez partie d'un syndicat qui vous permet de le faire? Tout à fait. C'est-à-dire que mon devoir de réserve, on peut le mettre de côté, même si je ne peux pas encore m'exprimer, critiquer la police, voilà. Enfin voilà, il y a quand même des règles, mais oui, j'ai le droit de m'exprimer dans les médias. Et je le fais avec plaisir parce que j'imagine les bouffées d'oxygène pour mes collègues qui me regardent et qui me disent, je reçois à peu près 150-200 messages par jour de soutien et qui me disent enfin, parce qu'en plus, les autres syndicats, en général, ce sont nos syndicats sont énormes, donc du coup, pour arriver à un échelon national, il faut avoir fait 10, 15 ans, 20 ans de syndicats pour ensuite arriver. Donc du coup, quand vous avez fait 20 ans de syndicats, vous n'êtes plus un vrai policier. Vous n'avez plus touché une arme, vous n'avez plus vu un voyou depuis 20 ans. Donc quand vous arrivez à la télé, vous avez un discours global, vous avez travaillé votre discours, mais vous ne parlez pas comme moi, vous ne parlez pas comme un flic. Et moi, je suis un vrai flic. C'est pour ça, dans la vidéo, je dis je suis un vrai flic. Et quand j'explique comment cette interpellation s'est passée, je l'explique avec mes yeux de flic. Et donc, du coup, tous mes collègues se sont reconnus là-dedans. Tous mes collègues ont connu ce genre de situation. Et donc, voilà, je pense que c'est assez pertinent d'avoir fait cette vidéo. Et j'espère il y a beaucoup de travail. Parce que j'ai plein d'affaires qui m'arrivent, j'ai plein de collègues qui me disent « mais moi aussi je suis dans cette situation ». Et donc il y a un énorme boulot. Là en ce moment je dors 4 heures par nuit, enfin voilà, je suis beaucoup plus beau gosse d'habitude, voilà. Mais voilà, donc c'est super compliqué, mais ce que c'est bon de faire du bien. Moi je suis rentré dans la police pour faire du bien. Voilà, et là je fais du bien à mes collègues, et voilà, donc et je vais me battre, même si je reçois des menaces de mort, ça commence, même si on me dit que je suis un facho, comme si on connaissait mes opinions politiques. On m'a parlé de fachosphère, on m'a parlé de complotistes, voilà, donc ce sont des gens je ne sais pas comment ils font pour dormir. Voilà, moi je ne sais pas comment ils font pour dormir. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle des syndicats de police majoritaires dans l'affaire Michel Zecler? Pour moi, ce sont des politiciens, c'est-à-dire qu'ils gravitent dans les hautes sphères du pouvoir, et donc vous avez à l'échelle du bas, effectivement, quand la pyramide s'élargit, des braves types qui croient vraiment défendre leurs collègues, qui veulent. Moi, j'ai plein de délégués syndicaux qui me disent « mais on soutient, on a envoyé la vidéo au syndicat », et donc voilà, il faudrait qu'ils se prononcent. Mais ça reste, ce silence, il reste assourdissant. C'est-à-dire que, pour l'instant, aujourd'hui, après plus de 10 jours maintenant que cette vidéo est sortie, on n'a pas un communiqué de presse d'un syndicat qui dit est-ce qu'on soutient ou est-ce qu'on soutient pas. Et je trouve ça affolant. Et mes collègues, de toute façon, dans la police, on sait très bien que les syndicats, il n'y a pas beaucoup de policiers qui aiment bien nos syndicats, parce que
voilà, on n'est pas réellement défendu, et surtout, voilà, bon, il y a des commissions d'avancement ou de mutation, et voilà, c'est une sorte un peu de mini-chantage. Donc voilà, donc les syndicats sont pas très aimés dans la police, c'est clair. Et j'espère que ce petit syndicat France Police Policiers en colère, pardon, sort son épingle du jeu peut-être, et juste dire, voilà, nous on est là pour vous défendre, et on n'est pas là pour faire de la politique. Alors pour revenir sur la vidéo de l'affaire Zecler, est-ce qu'on sait pourquoi Michel Zecler ne s'est pas laissé faire au moment de son interpellation? Alors moi, j'ai mis une hypothèse, hein, donc les mots ont un sens, et c'est vrai que mes contradicteurs me disent que je l'accuse. Moi, j'ai mis une hypothèse, parce que, comme je le dis dans la vidéo, pour un peu de shit, on a retrouvé un peu de cannabis sur lui, un masque, et il sait très bien qu'il n'y a pas de garde à vue, et qu'il ne va pas être embêté. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à comprendre pourquoi il ne va pas se laisser interpeller. Et effectivement, vous voyez sur la fin de la vidéo, vous voyez des choses qui semblent bizarres, comme regarder la caméra, comme tendre la main, voilà, pas mal de choses. Et tiens, j'ai un petit scoop pour vous, puisque on m'envoie plein de messages, et puis là, j'ai reçu un mail ce matin qui me dit, mais monsieur, vous n'avez pas parlé de la sacoche de monsieur Zecler? Je dis comment? Alors je me dis, mais... Et là, donc là, on m'explique qu'on s'aperçoit que la sacoche a disparu au moment de l'interpellation. Voilà. Donc j'en parlerai sur la seconde vidéo. La sacoche de monsieur Zecler. Donc on voit qu'il fait très attention à sa sacoche pendant tout le combat musclé à l'intérieur. Et on s'aperçoit qu'à l'extérieur, il n'a plus la sacoche. Ensuite, une perquisition va être effectuée 3 jours après, sur les infos de 20 minutes. Et donc on retrouve un petit morceau de cannabis dans cette sacoche. Donc voilà, encore une fois, voilà, je laisse la justice faire son travail et pouvoir certainement analyser au mieux toutes les vidéos et éventuellement de trouver quelque chose. Et du coup, le délai de 3 jours pour faire une perquisition, c'est un délai qui est normal ou c'est... Non, mais ça dépend, si c'est en flagrant délit. Là, ils sont en flagrant délit, mais encore une fois, c'est une autre infraction. C'est-à-dire que je pense que quand ils ont été interpellés, moi, j'ai aucune pièce du dossier. C'est-à-dire, je respecte le secret de l'instruction. Moi, je suis fonctionnaire de police, je respecte la loi, même quand je la trouve bête, puisque M. Perrotin viole le secret de l'instruction, puisqu'il se vante d'avoir les pièces. Et les journalistes, voilà, ont toutes les pièces, donc ils violent le secret de l'instruction, mais apparemment, j'ai jamais vu une procédure à leur rencontre. Mais moi, je suis fonctionnaire de police, je pourrais me les procurer. Hein. Je pourrais me procurer, appeler des journalistes, dire voilà, envoie-moi les trucs. Mais non, j'en veux pas. Parce que je respecte le secret de l'instruction, que moi je me bats qu'avec les images, et qu'avec. C'est déloyal, hein, c'est déloyal, parce qu'eux ils ont des informations que je n'ai pas. Mais je préfère voilà, travailler sereinement, et voilà, moi je suis un fonctionnaire de police, je respecte la loi, donc voilà. Et donc sur la procédure, je ne sais pas pourquoi la tarder. Oui, effectivement, la perquisition, pourquoi la tarder? Je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais ça se trouve, elle a été faite plus rapidement. Et moi, je lis tous les articles. Donc je bosse beaucoup, donc voilà, j'ai une information de 20 minutes qui enfonce mes collègues, comme tous les médias l'ont fait. Hein. Et puis à la fin, il précise, on a trouvé un demi-gramme de cannabis dans la sacoche de monsieur Zecler. 3 jours après. Voilà, il précise bien 3 jours après. D'ailleurs, M. Perrotin est très malin, parce que dans son dernier tweet, il a dit « On a trouvé, oui, un demi-gramme de cannabis après ». Il sait très bien que c'est 3 jours, mais il met « après ». Il reste vaste. Voilà, c'est malin, tout est... ce sont des gens malsains, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la vérité qui les intéresse, c'est le buzz, et c'est surtout pouvoir... voilà, pour vendre leur... je sais pas, encore une fois, j'espère que c'est des gens qui dorment bien. Parce que moi, je dors très très bien. Comme un bébé en ce moment. Très peu, mais comme un bébé. Voilà. Alors dans votre vidéo, vous posez la question des violences légitimes ou illégitimes. Vous soulignez que la frontière entre les deux, c'est parfois ténue, parce que les policiers doivent prendre des décisions en quelques secondes, dans des situations de stress. Donc là, en l'occurrence, la situation de stress, elle est liée à la fois au fait que Michel Zecler a refusé de suivre les policiers, que la scène se déroule dans un espace qui est très exigu, de quelques mètres carrés, et qu'il y a plusieurs individus aussi qui sont présents dans le sous-sol du studio d'enregistrement. Donc, au vu des images, pour vous, les policiers qui ont interpellé Michel Zecler, est-ce qu'ils ont fait un usage proportionné de la force? Je le pense. Je le pense parce qu'encore une fois, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Et quand vous êtes pris en étau, dans 3 mètres carrés, vous avez des individus dont les vidéos ont été coupées. Je vous donne une petite info sur la prochaine vidéo, c'est-à-dire que vous regardez bien sur la première vidéo, quand ils arrivent, ils ont tous leur téléphone portable allumé. Et l'Outsider nous vend 2 secondes de vidéo où les jeunes disent « Wesh, wesh, ouvre la porte, wesh, wesh !» Et on entend les cris de Zecler. Elle a duré que 2 secondes, cette vidéo?
Monsieur Perrotin, elle a duré que 2 secondes cette vidéo? Oh non, non, elle n'a pas duré 2 secondes. Donc j'aimerais bien récupérer tout ce qui s'est passé réellement. Enfin, j'espère que mes collègues de l'IGPN, bah, je sais pas, vont tout faire pour récupérer ces vidéos et qu'on sache exactement ce qu'ils disaient, ces petits jeunes. Parce qu'à mon avis, ils disaient pas wesh, wesh, faut ouvrir la porte. Ils devaient dire des choses un peu plus sympathiques pour mes collègues qui étaient bloqués là-haut. Donc, ouais, à voir, on verra la suite. Sur le site de l'association Touche pas à mon flic, on peut lire, je cite, la police fait l'objet d'une campagne médiatique ordurière, sans précédent de la part des médias extrémistes et orientés politiquement, les anti-flics qui manipulent l'opinion publique à des fins politiques. Donc vous estimez que vos collègues ils ont été injustement traités et qu'il y a une intention délibérée de désinformer et de jeter l'opprobre sur l'institution policière de la part de certains médias. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des élections qui vont arriver dans pas longtemps et qu'il faut surtout bien segmenter une partie de la population. Et quand je vois ces gamins qui sont dans des cités et à qui on essaie de leur faire croire qu'on fait du contrôle aux faciès, que notre police serait raciste, anti-républicaine, tout ça c'est juste voilà, pour créer un trouble et que ce gamin, je vous donne un exemple, un gamin qui se fait contrôler aujourd'hui et qui est black ou qui est rebeu, s'il est contrôlé, ça sera son premier contrôle de sa vie, eh ben, il va se dire ah il m'a contrôlé parce que je suis noir, voilà. Et voilà, et donc on met ça dans la tête des mômes, et nous les mômes, moi j'en ai sauvé plus d'un, des mômes quand je bossais en banlieue parisienne. Nous on est sur le terrain, et donc voilà, il y a des mômes qui sont géniaux, et puis ben, on leur met dans la tête que la police est malhonnête, et ben voilà, comment on va les récupérer ces gamins? Donc voilà, c'est déloyal et dégueulasse pour nous, mais c'est dégueulasse aussi pour ces gamins. Parce que je peux vous dire que vous pouvez regarder dans toutes les polices du monde, je pense qu'on a la plus belle police du monde. On a la police la plus diverse, c'est-à-dire qu'on a des blacks, on a des rebeux, on a des femmes. Mes collègues blacks, rebeux subissent le racisme, comment des gens interpellés systématiquement, ils se font traiter en arabe, insultés en arabe. On les traite de bounty, on les traite de harki, on les traite de sale harki, on les traite... voilà, eux subissent vraiment le racisme. Et donc là, on est en plein dans le séparatisme, hein. C'est-à-dire que bah, sous prétexte que tu es noir et que tu es dans la police, bah, tu aurais trahi le camp des noirs. Non, non, les noirs, ils sont français. Et voilà, et donc voilà, c'est dégueulasse. Voilà, voilà, mais après, voilà, c'est le jeu des puissants qui veulent absolument segmenter la population pour des fins politiques, à des fins extrémistes. Enfin, je vois ça je le vois que comme ça. Vous pensez qu'il y a une intention de monter les gens les uns contre les autres finalement pour des visées électorales? Ouais, ouais, évidemment, évidemment. Quand M. Mélenchon il se positionne anti-flic, qui dit si vous ne savez pas si votre métier est trop difficile, vous avez qu'à en changer. Ouais, moi je ferais bien député à 6 000 balles par mois. Ouais, ça me pose aucun problème. Et de gueuler la République c'est moi, ça me va très très bien. Parcourir les plateaux télé, voilà. Moi je pense que je pourrais être député. Mais par contre, Mélenchon, je pense qu'il pourrait pas être flic. Parce qu'il a beaucoup de mal à garder son sang-froid. Je trouve. Et quand je parle de Mélenchon, ça ne veut pas dire que je suis d'extrême droite. C'est-à-dire que ce que je fais dans l'isoloir, ça ne regarde que moi. Puisque sur les réseaux sociaux, je serai un facho, je serai dans la fachosphère, je serai d'extrême. Voilà, je ne dois rien à personne. Je suis délégué syndical et je travaille pour mes collègues et je ne fais pas de politique. Voilà, j'ai parlé de Mélenchon parce que c'est le seul qui est un anti-flic ouvert et qui le dit. Hein, voilà, donc d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo très sympa aussi que j'ai trouvée sur M. Mélenchon qui tenait des propos. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Touche pas à mon flic et je peux vous dire que les vidéos que je vais sortir, elles vont être très sympas. Donc là, vous avez parlé effectivement de la question du racisme. Donc Michel Zecler, lui, il déclare avoir été traité, je cite, de sale nègre par les policiers qui l'ont interpellé, ce que les policiers ont démenti. Et effectivement, depuis plusieurs mois, les forces de l'ordre font l'objet d'accusations de racisme. On parle régulièrement des contrôles aux faciès, notamment. Ces accusations sont parfois relayées par des médias ou des personnalités publiques, dans le monde du spectacle ou du sport, notamment. Donc pour vous, ces accusations de racisme, en fait, elles ne sont pas représentatives de l'institution policière.
Ben moi j'ai 23 ans de police, tout début j'ai déjà fait l'objet de propos racistes à mon encontre. Voilà, c'est quelque chose d'assez marginal. En 23 ans, j'ai eu 2 problèmes. Alors c'est vrai que l'administration à ce moment-là, elle a pas trop géré et elle a plutôt essayé d'étouffer, mais ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, Touche pas à mon flic, c'est aussi, regardez sur le site internet, hein, on se bat aussi contre le racisme donc, que subissent mes collègues vis-à-vis des gens interpellés ou des gens contrôlés, mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire tous les racismes doivent être combattus. Et si effectivement il y a du racisme dans la police, évidemment qu'il y a des crétins dans la police, ben, ce qu'il faut c'est essayer de l'éradiquer, essayer de, voilà, de faire dégager ces gens-là, mais c'est devenu tellement marginal aujourd'hui, enfin moi, le dernier service où je bosse, c'est le Mustapha, salut d'ailleurs le Mustapha, c'est Boubacar, c'est machin, voilà, c'est des mecs, voilà quoi. Maintenant, on est tous ensemble et on se bat tous pour l'intérêt général. On est les boucliers, on est le dernier rempart et voilà, et on est hyper solidaires. Et depuis que je fais mes vidéos, je reçois que des, voilà, c'est des collègues qui sont géniaux. En plus, quand vous êtes issu d'une minorité visible, c'est plus dur pour vous. C'est plus dur parce que nous, bon, bah, on peut avoir des outrages, tout ça, mais franchement, ça doit leur faire mal. El Mustapha m'en parlait, il m'a envoyé une vidéo justement qui me dit tiens, regarde, je fais une interpellation et regarde le mec comment il me traite, regarde comment il me parle, il m'insulte. Imaginez, c'est déjà dur le métier de policier, mais en plus, voilà, quand on vous insulte comme ça, voilà, le racisme, moi je le vomis, l'intolérance, je la vomis. De détester une personne parce qu'elle est d'une certaine couleur ou parce qu'elle a choisi un métier noble en plus comme policier, c'est du racisme, c'est de l'intolérance, c'est pareil. Moi je déteste toutes ces intolérances. Donc voilà, donc ce Touche pas à mon flic, c'est aussi fait pour ça. C'est fait aussi pour aider mes collègues qui sont juste des mecs géniaux, vraiment. On a l'une des plus belles polices du monde et j'en suis persuadé. Sur le site de votre association, Touche pas à mon flic, on peut lire aussi: quand le tribunal médiatique vous a condamné, les magistrats vous condamnent automatiquement pour apaiser les lyncheurs ou calmer d'éventuelles émeutes dans les territoires perdus de la République. On achète la paix sociale depuis trop longtemps, on la troque aussi. Est-ce que vous estimez que les policiers jouent le rôle de fusible? C'est moi qui l'ai écrit ce texte, donc du coup, je pense que sur l'affaire Zecler, moi je ne sais pas comment les magistrats ont travaillé. Est-ce qu'ils ont eu des pressions politiques ou est-ce qu'ils ont eu aussi des pressions médiatiques? Moi, franchement, je pense que la justice, on a une bonne justice qui manque énormément de moyens. Et quand le juge des libertés de la détention a dû prendre sa décision, et qu'il a dû regarder comme ça mon collègue en lui disant mais vous êtes un monstre, je vais vous envoyer en prison, alors que rien, c'est-à-dire encore une fois, hein, l'incarcération doit rester l'exception puisqu'ils sont encore présumés innocents. Donc là on est dans de la prison préventive. Donc c'est-à-dire qu'on doit protéger la société de vous, monsieur le policier, on doit protéger la société, donc je vais vous incarcérer pour 3 motifs qui sont l'atteinte à l'ordre public, garantie de représentation, et puis de ne pas faire pression sur les témoins ou les victimes. Donc c'est des policiers, ils n'allaient pas faire ça, ils n'allaient pas, voilà. Donc il y avait peut-être un moyen ce magistrat, je ne sais pas, a dû se dire, mais si je les incarcère pas, peut-être que ça va brûler dans les cités, peut-être, voilà. Moi en tout cas, je regarde jamais, quand je connais pas un sujet, je vais pas vous dire, oui, le magistrat a eu des pressions, oui, ceci, oui, cela. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est évident, vous pouvez demander à n'importe quel avocat ou une personne qui connaît un peu le droit pénal, c'est que c'était pas juste qu'ils aillent en prison. Il fallait calmer, effectivement. Donc c'était pas juste et c'est une évidence, puisque de surcroît, ils sont sortis 22 jours après. Donc quand on dit qu'ils auraient pu faire pression sur les témoins, bah 22 jours après aussi, ils auraient pu faire pression sur les témoins. Donc pourquoi on les sort 22 jours après? Bah parce que l'opinion publique s'est calmée et que voilà. Et pourtant, M. Zecler a quand même fait une intervention en disant bon, ils les ont sortis trop tôt. Donc voilà, donc à voir, je sais pas. Moi, j'ai confiance en la justice de mon pays, donc même si elle se trompe, elle doit se tromper aussi, comme moi je me suis trompé dans ma vie professionnelle, mais j'ai confiance plutôt en ma justice. Alors, ces derniers mois, en plus des missions régulières de maintien de l'ordre, les policiers sont aussi intervenus dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes, où ils ont été en première ligne, et puis également dans le contrôle du respect des mesures sanitaires qui ont été prises pendant l'épidémie de coronavirus. Sur son site, France Policier, Police en colère, parle plusieurs fois d'une instrumentalisation des forces de l'ordre à des fins politiques. Est-ce que vous pouvez préciser ce dont il est question? Est-ce que c'est lié justement au rôle des policiers pendant les manifestations des Gilets jaunes et le rôle pas toujours très agréable pour les policiers, j'imagine, de verbaliser les contrevenants, entre guillemets, liés au couvre-feu, au confinement, au port du masque?
Ben, moi, ce que je dis, je me souviens quand j'ai rencontré, enfin, quand j'ai parlé avec le secrétaire général Michel Toris, je lui disais, moi, j'estime que les policiers, c'est des gilets jaunes. Je disais, on est la France périphérique, on est des petits mecs à 2000 balles par mois, on est des mecs qui avons du mal à joindre les deux bouts. Moi, j'ai déjà vu un collègue me dire, au bout de 7 heures de service, on arrive, il est 13 heures, et il me dit, j'ai pas faim. Je sais pertinemment qu'il a faim. Vous voyez, c'est-à-dire, moi, je connais des collègues qui sautent un repas, moi, je connais des collègues qui dorment dans leur voiture. Donc, nous, on est des gilets jaunes. Je parle des gilets jaunes historiques, bien sûr. Et effectivement, on sait très bien ce qui s'est passé, hein. Il y a, effectivement, ce mouvement a été étouffé en laissant rentrer des gens ultra violents. Et ensuite, vous avez eu des policiers en face mal formés où on a envoyé c'est-à-dire qu'on a beaucoup de groupes de CRS ou de compagnies de gendarmerie qui sont formés au maintien de l'ordre et c'est pas eux qu'on a envoyés. Donc voilà. Alors, ça semble un peu bizarre tout ça, mais bon. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens chez les Gilets jaunes qui ont souffert et moi je dis chaque affaire de gens éborgnés, tout ça, c'est une affaire qui doit être jugée. Tout est différent, c'est-à-dire que sur les 20, il y aurait pu avoir des violences illégitimes comme des violences légitimes, et donc chaque cas, il faut prendre ça au cas par cas. Mais je pense pas qu'un matin, un policier se lève et dit tiens, je vais enlever l'œil d'un humain, quoi. Donc quelles circonstances, moi je vous dis, hein, j'ai pas vécu les gilets jaunes parce que j'étais à la police aux frontières, donc, mais voilà, je pense qu'un policier qui blesse comme ça avec un flashball un individu qui lui fait perdre l'œil, je pense que voilà, c'est difficile, ça va pas être facile non plus à vivre pour lui. Et voilà, il y a certainement des innocents qui ont perdu un œil et ça me fait mal pour eux. Mais voilà, mais chaque cas est différent, donc il faut comprendre ce qui s'est passé réellement. Donc chacun, voilà, encore une fois, je fais confiance à la justice de mon pays. Et s'il y a des policiers qui ont fait des erreurs, ben, ils doivent payer. S'il y a des policiers qui étaient réellement en légitime défense et qui auraient dû tirer et qui ont fait perdre un œil, voilà, tous les cas existent. Maintenant, moi, je n'étais pas sur place, donc voilà, je ne peux pas juger. Moi, j'ai déjà eu peur et j'ai certainement fait des erreurs dans ma vie. Donc voilà, chaque cas peut être différent. Dans un autre billet publié par le syndicat auquel vous appartenez, vous parlez le syndicat parle de l'impunité dont bénéficient justement les casseurs, les vrais en manifestation, et de l'impunité dont bénéficient les voyous, les vrais en banlieue. Pour vous, il y a un deux poids, deux mesures. Les voyous et les délinquants jouissent effectivement d'un sentiment d'impunité. Évidemment, évidemment. Et c'est horrible pour un policier de commencer son PV d'interpellation et de comprendre que l'individu va sortir avant la fin de la rédaction de son PV. Les victimes. Je vais vous raconter une histoire, vous n'allez pas me croire, vous allez me dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas exister. Quand vous êtes policier, que vous voyez un vol à l'arrache, un gars qui vole le sac à main d'une dame devant vous, vous êtes 3 policiers, vous interpellez cet individu, vous le ramenez, et puis, euh, et puis on s'aperçoit que le monsieur ne parle pas français et est sous. Donc on doit attendre un traducteur et on doit attendre qu'il dégrise. Mais vous savez ce qu'on doit lui demander d'abord? Comme on ne peut pas lui demander puisqu'il est bourré, il ne parle pas français, eh ben on ne peut pas rendre le sac à main à la victime. Eh ouais, parce qu'il faut lui demander s'il accepte qu'on rende. Ouais, les gens ne veulent pas croire des histoires pareilles. Parce qu'il pourrait dire que c'est son sac à main. Alors il y a la carte d'identité de la dame, il y a le téléphone portable de la dame, il y a les clés de la dame, elle ne peut pas rentrer chez elle parce qu'il faut attendre qu'un traducteur arrive, qui dessoule, pour lui dire monsieur, est-ce que vous consentez à rendre le sac à main? Est-ce que c'est le vôtre? Voilà. Voilà où on en est arrivé, c'est-à-dire que, à force de vouloir trop en faire, vous voyez toutes les lois qui sortent, c'est que pour les mises en cause. Jamais pour la victime. Quand une victime arrive dans un commissariat, elle fait la queue, elle doit aller aux unités médico-judiciaires, elle doit des fois être confrontée à son auteur, elle doit se prendre un avocat avec ses propres sous. Voilà, ça c'est le parcours du combattant de la victime. Par contre, pour l'auteur, donc on le reçoit, on lui demande s'il veut voir un médecin gratuit, on lui demande s'il veut un avocat gratuit, on lui demande s'il veut faire prévenir quelqu'un de sa famille, on lui donne à manger, on doit faire attention à lui. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que la victime n'est pas prise en compte. Et tous ces auteurs qui sont pas punis et qu'on revoit, moi je crois que le plus que j'ai dû interpeller, je me souviens, je crois que ça doit être au moins plus d'une quinzaine de fois sur le même. Je me souviens quand je l'interpellais,
Bon, c'était l'ancienne police aussi. Hein. Je le voyais comme ça, puis je savais que c'est lui qui avait fait cela, parce que bon, voilà, il avait un physique assez important, il était obèse, donc c'était marrant, il s'appelait Raouf, je me souviens. En plus, c'était un pote presque, parce que le mec, je l'arrêtais tout le temps, donc c'était comme un pote. Et un jour, je me souviens, je suis en bagnole, et on le cherchait, parce qu'il venait de faire je crois qu'il venait de faire un autoradio. Enfin, non, il avait volé des trucs dans une bagnole, et je roule comme ça, et je fais Raouf, viens. Alors, il fait oh putain. Mais vraiment, c'est des histoires de flics, de vrais flics, c'est-à-dire que. S'en fout. Et je me souviens, en plus, c'est Raouf, en plus, c'est vrai, je lui dis, mais là, tu vas tomber quand même, c'est la 15e fois, tu vas aller au placard. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, tu sais que l'hiver dernier, ils m'ont envoyé au ski, alors peut-être que là, je vais aller à la mer. Je vous promets qu'il me répond ça. C'est-à-dire que on pense que le flic, c'est le méchant qui veut qu'il soit puni. Mais si on avait puni ce Raouf, si on l'avait puni, peut-être on aurait pu en faire quelque chose. Peut-être que, voilà, vous savez, il aurait eu la sanction fait partie aussi de l'éducation. Et donc, il n'a pas eu cette sanction, et les belles âmes, les angélistes, comprennent pas que le Raouf, ils l'ont appuyé sur la tête. C'est un gamin qu'on aurait pu sauver, et qui est devenu un délinquant. Tout ça parce qu'on ne l'a pas sanctionné quand il fallait. Et ça fait mal, parce que c'était une belle âme, hein. C'est une belle âme. Mais voilà, il faisait le con, ça montait, on vole, et puis à la fin, il a commencé à agresser, et puis après, voilà, et puis voilà, ça c'est... Ouais, effectivement, il faut sanctionner plus sévèrement, dans l'immédiateté, juste d'avoir peur, quoi. C'est comme un père avec son fils, voilà, je sais que tu es l'autorité. Aujourd'hui, un délinquant, il voit un policier, il est mort de rire. Il est mort de rire. Moi, je vois des gamins de 12 ans qui nous filment, qui se foutent de la gueule dans le commissariat. Ça m'est arrivé il y a un mois. C'est incroyable. Par contre, le contrevenant, lui, il a peur. Celui qui paye, le père de famille qui travaille chez Renault, qui gagne 1 200 € par mois. Alors lui, s'il n'a pas mis son clignotant, s'il lui fait un excès de vitesse de 2 km/h, lui, s'il n'a pas mal mis son masque, lui va ramasser, lui. Lui, la sanction, elle va être immédiate. Le délinquant, c'est incroyable, ce 2 poids 2 mesures, il est incroyable. Et c'est pour ça que je fais très rarement du contraventionnel quand je suis en tenue. Très rarement. J'essaie vraiment plutôt de faire de la pédagogie, mais du contraventionnel, de prendre du pognon à des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, moi, ça me saoule. D'ailleurs, j'ai eu des sanctions pour ça. Activité contraventionnelle, nulle. Ça me rappelait mes bulletins scolaires. Est-ce qu'il y a des objectifs à remplir Non, normalement, ils n'ont pas le droit. Non, normalement, justement, ils n'ont pas le droit. Mais bon, c'est simple, hein, quand votre collègue il fait 15 PV, vous en avez fait 0 dans la semaine, eh ben, on va vous dire, mais lui, il en fait 15, pourquoi vous en faites 0? Alors moi, je suis un ancien, là, au dernier où je suis arrivé, il fallait faire des VEDAS, ils appellent ça, les VEDAS. Il fallait interpeller des étrangers en situation régulière. Comme ça, il faut faire monter les chiffres, parce que là où ils ont besoin de ça. Ah ben, j'arrive, je dis, non, je ne suis pas des VEDAS, moi. Moi, je suis rentré dans la police pour interpeller des voyous, des bandits. Je ne suis pas arrivé pour faire une fausse procédure, faire venir le mec, faire une procédure qui dure un quart d'heure et le laisser repartir, juste pour faire monter vos chiffres. Moi, je travaille pour l'intérêt général, je ne travaille pas pour que vous passiez vos grades. Ceux qui vont voir cette vidéo, ils vont se reconnaître. Un major. Pour vous, la réponse pénale, en fait, elle n'est pas adaptée. Il y a une forme de laxisme. Et ce laxisme, c'est envers les délinquants, en fait, au lieu de leur donner des points de repère, peut-être espérer les faire revenir dans le droit chemin, en fait, on les incite à aller toujours plus loin. Ouais. Et puis après, c'est même un jeu entre eux. Hein. Et encore une fois, eux, ils perdent, parce que, encore une fois, c'est dans leur intérêt qu'on doit les sanctionner. C'est pas le méchant policier qui veut qu'on les sanctionne, c'est dans leur intérêt. Il y a plein de pères de famille qui voient un gosse qui parle mal, qui part en sucette. Moi, je me souviens quand j'étais jeune flicard, donc voilà, c'était une autre période. J'interpellais un mec, et il était là, bon, j'étais en judiciaire, et je disais au gamin, je lui dis, tu vois, regarde, on va voir si ton père, il t'aime. Il me dit, ah bon? Je lui dis, tu vas voir, si ton père, il vient te chercher, parce que c'est un mineur, si ton père, il vient te chercher et qu'il te met une tarte, c'est-à-dire qu'il t'aime. Et s'il vient et puis il s'en fout, c'est qu'il t'aime pas. Et quand le père il est arrivé, donc il avait la honte, il venait chercher son fils dans un commissariat pour un vol il prenait le gamin, je lui mettais une tarte, et le gamin comme ça il me regardait comme ça, il faisait un sourire, il disait t'as vu mon père il m'aime. Vous voyez, ben voilà, c'est la sanction. Alors bon, après il y en a qui vont me dire ah la violence, blablabla. Bref, mais ouais, c'est des trucs qu'on vit, on se dit mais le gamin il a besoin de ces repères là, il a besoin. Alors la tarte c'est peut-être un peu trop aujourd'hui, mais il a besoin de ces repères. Il
Il y a quelques mois, il y a le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a déclaré que la montée de l'insécurité, c'était un sentiment et un fantasme. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Alors, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, oui, c'est sûr que dans le 7e, il doit pas trop l'avoir, la délinquance. Donc forcément, effectivement, il doit vivre ça comme un fantasme. Mais là où je peux pas lui donner tort, c'est qu'il il a regardé les statistiques. Mais peut-être que les statistiques lui donnent raison, ça n'a pas bougé. Mais parce que les gens, ils déposent plus plainte. Parce que les statistiques, elles sont fausses. Parce que les statistiques, on leur fait, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais les violences, elles sont encore plus... voilà, enfin, nous, c'est comme on les vit qu'on a envie de lui dire que c'est plus violent qu'avant. Moi, j'ai 23 ans de police. Je vous dis, c'était impossible à l'époque qu'un gars voulait me mettre sur la gueule. C'était impossible. Mais aujourd'hui, il y a 10 jours, j'étais en scooter, je vois un mec qui court après en scooter, sa gueule. Bon, moi, j'étais là, boum, j'essaie d'interpeller le mec, alors que je suis délégué syndical, je suis protégé. Donc, je vais pas interpeller le mec m'a foncé dessus en moto. Il a explosé ma moto. Il m'a foncé dessus. La violence, elle est devenue, mais... Et donc voilà, quand on dit que c'est un sentiment d'insécurité, c'est vraiment se moquer des Français, quoi. Donc en gros, j'ai le sentiment, enfin, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est une déconnexion totale de la réalité. Mais bon, après, bon, enfin, après, M. Dupond-Moretti, hein, il l'a bien dit que l'incarcération devait rester l'exception. Bon, et là, apparemment pour les flics, c'est pas vraiment ça, quoi. Vous, cette montée de la violence, de l'insécurité, vous la sentez dans votre métier tous les jours? Ah oui, mais de pire en pire. Je sais pas, mais c'est la guerre. On nous a parlé de guerre avec la Covid, mais non, non, c'est la guerre. La guerre, nous, c'est 20 blessés par jour, 80 agressions de policiers par jour. C'est des cocktails Molotov, c'est des violences. C'est 20 par jour. Mais est-ce qu'on arrive à se rendre compte? C'est un sentiment. C'est un sentiment d'insécurité. Mon Dieu. Alors, oui, oui, ça monte, c'est de plus en plus chaud. Franchement, c'est très compliqué pour mes collègues. Là, je suis plus sur la voie publique, donc je culpabilise un peu, mais je peux vous dire que le respect, encore une fois, il y a deux types. Il y a le délinquant qui se moque de vous, qui s'en fout, et le PK moyen qui, lui, a peur parce que bah, c'est simple, hein, une contravention pour lui, 90 balles, bah, ça va changer sa fin de mois. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis moi le contraventionnel, et pourtant, il faut en faire parce qu'il y a des gens qui meurent sur la route, tout ça. Mais c'est compliqué. Il y a deux poids de mesure, c'est affolant. Affolant. Et pour vous, c'est plus difficile d'exercer le métier de policier aujourd'hui que lorsque vous avez commencé il y a 23 ans? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Oui, parce que avant, notre adversaire, il était devant. Et depuis que le monde est monde, le policier, il y a le bandit en face. Et le policier, voilà. Donc il y a une part de peur dans les interpellations, ça c'est humain. Mais maintenant, on a l'adversaire, et puis maintenant on doit regarder dans notre dos pour voir si on ne nous met pas un coup de couteau, si notre hiérarchie ne nous met pas un coup de couteau, ou si les médias ne nous mettent pas un coup de couteau. Voilà. Donc c'est-à-dire que toutes les interpellations qu'on fait aujourd'hui, on nous demande d'être parfait, parce qu'on est filmé. On est le seul métier, on est filmé H24. Nous, les Marseillais, machin, là, leur truc de télé-réalité, c'est nous en vérité. Nous, on est filmé H24. Vous marchez dans la rue, moi je bosse pas loin d'ici, en tant que flic, j'étais filmé tout le temps. Vous marchez, les gens ils vous filment. Alors quand vous intervenez, je vous dis pas là. On est dans la génération du buzz, ils veulent faire du buzz les gens. Ils veulent vous filmer, ils veulent voir un truc, ils veulent pouvoir, ah j'étais là, ils veulent pouvoir le... Et donc on vous demande d'être parfait. Et comme la violence, bah, c'est imparfait, de savoir exactement, ben voilà, donc on va vous le reprocher. Donc du coup, ben, moi je suis partant, je dis à mes collègues, prenez le moindre risque possible. Vous êtes des pères de famille, vous avez une famille, déjà vous avez fait un métier difficile où votre intégrité physique est en jeu. Donc voilà, vous serez pas récompensé. Mais en plus, on a beau leur dire ça aux petits jeunes, on a beau leur dire ça, mais ils aiment tellement ce métier, ils trouvent ça tellement génial d'interpeller un mec qui vient de voler un truc, qui vient de commettre des violences. C'est tellement bon, ce métier il est tellement extraordinaire que même moi en plus je dis ça, mais dès qu'il faut y aller, on y va parce qu'on est trop heureux de faire ce métier. C'est le plus beau métier du monde, vraiment. Vraiment. Merci Bruno Attal. Merci à vous.